Chère Madame Nathalie Hennick, bonjour. Je vous remercie Bonjour. vivement bonjour. Je vous remercie vivement de votre disponibilité pour cet entretien à l'occasion de la rencontre du cycle des humanités sur le thème Que pour l'art, comme l'art est en rapport avec la vie. Je suis un admirateur et un lecteur attentif de votre œuvre et j'ai été enchanté pour celle-ci depuis que j'ai lu État de femme, identité féminine dans la fiction occidentale. Vos ouvrages impressionnent, non seulement pour la richesse des thèmes et des analyses, mais aussi pour la rigueur, qui, évitant les facilités d'une critique bien adaptée à la réussite intellectuelle, permet d'abord des questions fondamentales, jusqu'aux limites de la description de la compréhension. Votre pensée rassemble, à mon avis, la meilleure des traditions pragmatiques, herméneutiques et structuralistes dans les sciences sociales. En partant donc de votre travail, nous pouvons aussi élaborer notre réponse à l'interrogation que pour l'art, avec la sobriété d'une science sociale en maintenant de côté la hâte de la critique et les polémiques immédiates. Merci beaucoup pour l'occasion, Madame Nathalie. Merci beaucoup. Première question. Commençons por parler un peu de votre trajectoire et de vos influences intellectuelles, ainsi que de la manière dont vous pensez la sociologie en général. Maintenant, pour parler de ce qui est l'art, ce qui pour l'art, nous devons aussi savoir ce qu'est la sociologie et ce qui pour la sociologie. En traitant de cela, nous n'avons pas manqué d'évoquer déjà des possibilités de l'art lorsque je rappelle votre livre avec le titre suggestif, Ce que l'art fait à la sociologie. Vous avez été formé dans les rangs de la sociologie critique de Pierre Bourdieu, que vous avez quitté à cette heure. Nous pourrions dire que vous avez construit une sociologie descriptive, compréhensive, structurelle, antirrationniste, étant notable influence de Norbert Elias, Erving Goffman, et la sociologie pragmatiste de Luc Boltanski, de Thévenot et d'autres. Une grande partie de votre œuvre aussi provient de votre propre expérience dans l'étude des arts. À cet égard, vous avez publié simultanément en 2020 deux ouvrages, Le Pont Neuf de Christo et Le cadre d'analyse d'Erving Goffman. Et c'est une rétrospective de votre œuvre il y a 30 ans. Madame Hennick, auriez-vous faire une brève rétrospective de votre travail, montrant comment vous concevez la sociologie en général, la sociologie de l'art en particulier? C'est une question très vaste, alors je vais essayer de ne pas être trop longue et puis je vais essayer aussi de m'adresser pas seulement aux sociologues mais aussi à un public intéressé par mes objets mais pas forcément sociologue. Disons que j'ai commencé avec une thèse sur l'histoire du statut d'artiste que j'avais donc faite avec Pierre Bourdieu et qui donc s'intéressait à l'émergence d'un statut d'artiste et non plus d'artisan à l'âge classique. Je m'inscrivais à cette époque-là tout à fait dans la droite ligne de ce qu'on appellera plus tard la sociologie critique de Bourdieu, puisqu'il s'agissait de montrer que le statut d'artiste tel que nous le connaissons aujourd'hui a une histoire, a été socialement construit, n'est pas ancré dans une nature, mais qu'il est, disons, qu'il a une part de contingence et d'arbitraire, ce qui est une des dimensions de la sociologie critique, elle-même héritée d'une forme, disons, de déconstruction ou de constructivisme social qui se bat contre, disons, une naturalisation des catégories traitées comme des essences naturelles, suprasociales, comme par exemple la catégorie d'artiste. Bon, donc on est vraiment dans cette optique qui est devenue, disons, synonyme d'une sociologie moderne, mais que j'ai très vite abandonnée, tout simplement parce que mes objets m'ont poussée à l'abandonner et peut-être aussi parce que j'ai très vite compris que ce qui m'intéressait dans la sociologie et dans les sciences sociales en général, ça n'est pas de critiquer les conceptions
spontanée que peuvent avoir les gens de ce qu'est le monde, mais c'est de les comprendre. C'est-à-dire non pas de dire qu'elles sont justes ou pas justes, mais de comprendre pourquoi les gens tiennent tellement aux conceptions qui sont les leurs. Par exemple, l'idée qu'il y aurait un génie artistique inné, par exemple, l'idée qu'il y aurait toujours eu des artistes, ou l'idée que Van Gogh, par exemple, aurait été victime d'une incompréhension de son vivant. Et ça a été l'objet de mon premier livre, La gloire de Van Gogh, qui a vraiment pour moi été le moment où j'ai basculé d'une sociologie critique qui aurait démontré que Van Gogh était l'objet d'un culte naïf, quasi religieux, ou au contraire que les institutions artistiques auraient injustement négligé le cas de Van Gogh, pour changer complètement d'attitude et pour essayer de comprendre les raisons de ces positions, les raisons de ces critiques et à quel type de valeurs elles correspondent. Et ce faisant, je me suis retrouvée évidemment dans les pas d'un des grands pionniers de la sociologie, qui est Max Weber, qui s'intéresse à la compréhension des valeurs des acteurs et non pas à la critique de leur conception erronée. En gros, pour aller très vite. Et j'ai appliqué le même type de posture à mon travail sur l'art contemporain, qui a consisté à analyser les réactions à l'art contemporain, non pas pour dire que ceux qui n'aiment pas l'art contemporain ont raison ou ont tort, mais pour essayer de comprendre en quoi l'art contemporain transgresse leurs attentes, rend compliqué leur perception et leurs opinions, et du même coup, pour pouvoir décrire ce que fait l'art contemporain, et là on retrouve l'idée de la sociologie pragmatique, hein, l'idée de travailler sur les actions en situation réelle et non pas sur des grandes conceptions abstraites, et c'est comme ça donc que j'ai mené également tout mon travail sur l'art contemporain. Donc voilà, il y a vraiment dans mon itinéraire un passage d'une sociologie critique à une sociologie non critique, d'une sociologie explicative qui essaye de déterminer les causes des actions des gens, à une sociologie compréhensive qui essaye de mettre en évidence les raisons pour lesquelles ils agissent comme ils agissent. Et c'est comme ça que j'ai traversé à la fois la question du statut d'artiste et la question de la réception de l'art. Alors, ça aboutit en 98 à un petit livre comme un manifeste épistémologique auquel vous avez fait allusion, qui s'intitule « Ce que l'art fait à la sociologie » et qui était, oui, comme un manifeste pour dire que l'art est communément conçu comme opposé au concept de base de la sociologie, puisqu'il met en avant l'individualité, l'innéité, la pérennité, enfin toute forme de valeurs qui sont contredites par l'approche de la sociologie critique. Et justement, ce que j'essaye de dire dans ce manifeste, c'est que la sociologie n'a pas à opposer à ces conceptions une autre conception, elle a à comprendre et à expliquer aussi ces conceptions et donc à se situer dans une autre perspective qu'une perspective, disons, de démythification qui, à mon avis, relève d'une conception assez archaïque et préhistorique de la sociologie. Nous pouvons passer à la sociologie de l'art, oui. en explorant la question qu'est-ce que l'art. Vous écartez toute tentative de définir l'art à partir d'une essence et vous construisez un cadre d'analyse sociologique des arts qui implique la réception, la médiation, la production et l'œuvre. Vous analysez en outre la dimension de l'artification elle-même, en montrant les conditions qui permettent à une pratique de devenir un art. Vous pourriez nous présenter ce qu'est l'art et comment le comprendre au mieux pour vous? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est non pas de définir a priori, de donner a priori une définition de ce qu'est l'art qui renverrait évidemment à une catégorie essentialisée, hein, une fois pour toutes, et à l'idée qu'il existerait dans le ciel des idées l'art, hein, qu'il faudrait ensuite décrire, analyser, interpréter, etc. Mais j'essaye d'induire à partir de la façon dont les gens eux-mêmes perçoivent l'art et le définissent, les points communs à toutes ces définitions de l'art. Et à partir
de cette démarche qu'on appelle inductive, c'est-à-dire le fait de tirer des conclusions de l'observation des situations réelles et des prises de position et des perceptions telles qu'elles sont exprimées par les gens, de montrer qu'il y a des points communs aux différentes définitions de l'art et qu'il y a aussi d'énormes différences selon les cultures et selon les époques. Et donc, il ne s'agit pas de dire que les acteurs ont tort ou ont raison de définir l'art comme ils le font, mais il s'agit de mettre en évidence les points communs qui font que, en général, quand on parle d'art, on se comprend à peu près, on voit à peu près ce dont il s'agit. Voilà. Donc, il y a des points communs qui font qu'il y a une certaine consistance à la notion d'art, telle qu'elle est entendue, conçue par les gens, mais en même temps, cette conception a des variations, hein, elle varie dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est ce que j'avais essayé de faire avec ma thèse donc, sur l'histoire du statut d'artiste, que j'ai continué avec un livre qui s'appelle L'élite artiste, qui travaille sur le basculement qui s'est produit au XIXe siècle avec le paradigme moderne et la conception romantique de l'art. Et puis, j'ai continué avec mes travaux donc, sur la réception de l'art contemporain. Chaque fois, il s'agit d'analyser comment les gens eux-mêmes conçoivent l'art et comment ils défendent leur conception de l'art, éventuellement en disant voilà, ça c'est pas de l'art ou ça c'est de l'art. Et on voit bien quand on analyse ces conceptions qu'elles ont toute une logique, hein, elles ne sont pas du tout arbitraires, elles peuvent paraître contradictoires, quelquefois naïves, quelquefois elles peuvent paraître démenties par l'observation de la réalité, mais elles ont leur logique et c'est cette logique qui m'intéresse. Et qu'est-ce que l'art peut faire pour la sociologie dans cette perspective? Alors, je pense que je vous ai un peu déçu en ne donnant pas de définition de l'art, hein, parce que d'abord, pour avoir une vraie approche vraiment sociologique de l'art, il faut commencer par décomposer les différentes acceptions, puisque l'art, bien sûr, c'est d'abord les œuvres d'art, mais c'est aussi les producteurs d'art, ce sont aussi les intermédiaires de l'art, les critiques d'art, les conservateurs de musées, etc. Et ce sont les publics qui consomment et reçoivent les œuvres d'art. Tout ça fait partie de l'art. Donc, la première démarche sociologique consiste à élargir la notion d'art bien au-delà de la notion d'œuvre d'art en montrant comment il n'y a pas d'œuvre d'art s'il n'y a pas toute cette dimension multifactorielle, donc de production, d'intermédiation et de réception. Et puis, il faut aussi faire la différence entre si on se place sur le plan des producteurs, hein, des créateurs, il y a ceux qui produisent des œuvres d'art et il y a ceux qui les interprètent. Et là encore, ce n'est pas du tout la même chose si on pense à un peintre et si on pense à un chanteur d'opéra. Bon, ce ne sont pas du tout, et en plus encore à un chanteur de rock. Et pourtant, tous sont considérés comme des artistes, hein. Donc là aussi, il faut faire cette distinction entre les créateurs et les interprètes. Et puis, il y a aussi des distinctions à faire selon les différents domaines artistiques, puisque les œuvres d'art plastique qui se vendent sur un marché et qui sont soumises à la rareté et donc à des possibilités d'enchérissement commercial énormes, n'ont pas du tout le même statut, ne serait-ce qu'économique, que, par exemple, les œuvres littéraires qui ne sont pas des œuvres uniques, mais qui se publient à un très grand nombre d'exemplaires. Ça n'est pas non plus la même chose que les œuvres musicales, etc., etc. Donc, chaque fois, à chaque domaine de l'art, correspondent des possibilités de production, d'accréditation, d'existence dans le monde qui sont différentes. Et donc, la sociologie, évidemment, doit observer ces différentes dimensions et les travailler de façon très fine plutôt que de garder ce terme global d'art qui ne permet pas de travailler concrètement. Parfait. Je crois que nous pouvons maintenant explorer la question de la relation entre l'art et la vie, en partant des transformations historiques et en examinant également la particularité de l'art contemporain. Pour situer dans un cadre de réflexion, nous pouvons explorer ici la polysémie du terme vie, qui implique au moins trois registres. La vie comme fait ontologique, ce qui fait l'être vivant,
la vie comme fait socioculturel, ce qui est présent dans l'expression telle que la vie commune, le monde de la vie, Lebenswelt, les modes de vie, et enfin la vie comme fait éthico-existentiel, ce qui renvoie à des valeurs ultimes, concerne donc l'essence des choses, les mémoires, l'existence, la mort. Dans les sociétés modernes, une grande partie de notre compréhension de l'art est née d'une tension de la vie entre l'art et la vie dans un certain sens. Parmi les différentes manières de penser la relation entre l'art et la vie, certains ont même prôné un art pour l'art. Cependant, les arts contemporains opèrent dans un autre paradigme. Une grande partie de votre travail est consacrée aux arts contemporains et en ce sens, une révolution significative. Depuis les triples jeux de l'art contemporain jusqu'à les paradigmes à l'art contemporain. Afin d'éviter les partis pris de querelles, mais en apprenant avec des controverses, nous aimerions l'entendre parler de ce qui est l'art contemporain et quel est son rapport avec la vie. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans mes livres sur l'art contemporain, c'est que ce qu'on appelle l'art contemporain, ce qui est nommé art contemporain, ne renvoie pas forcément à une période de l'art, mais plutôt à un genre artistique qui obéit à des contraintes et à des règles très précises que ceux qui sont dans ce monde de l'art savent très bien pratiquer, mais dont ils n'ont pas forcément le code explicite, et que ceux qui ne sont pas dans ce monde-là ignorent et pour lesquels donc, ils sont extrêmement perdus par rapport aux propositions des artistes. Et donc, en fait, la règle implicite de l'art contemporain, ce que j'appelle sa grammaire, c'est que pour qu'une proposition artistique soit qualifiée d'art contemporain et donc puisse entrer dans le monde de l'art actuel, il faut qu'elle apparaisse comme transgressant les frontières entre art et non-art, ou entre l'art et la vie, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas se présente pas uniquement comme la façon dont une œuvre d'art se présentait du temps du paradigme moderne ou du paradigme classique, c'est-à-dire un tableau encadré, une sculpture sur socle, mais transgresse les limites même de ce qui apparaît comme une œuvre d'art. Alors, ça peut être des transgressions de la pérennité de l'œuvre, avec des œuvres éphémères, ça peut être la transgression des murs du musée avec les installations dans l'espace public, il y a tout, ça peut être des transgressions avec l'art conceptuel qui permet de considérer comme œuvre d'art des objets qui ne sont pas produits par l'artiste. Il y a toutes sortes de transgressions que je décris très précisément dans le paradigme de l'art contemporain et qui font que une œuvre d'art contemporain peut parfaitement intégrer son contexte et doit même intégrer son contexte pour pouvoir être qualifiée comme appartenant à l'art contemporain. Et donc, par exemple, dans l'art contemporain, on a une intégration des discours qui sont tenus sur l'œuvre, qui font partie d'une certaine façon de la proposition de l'artiste. On a souvent l'intégration du contexte physique, architectural, lorsqu'il y a des installations qui sont produites en fonction du lieu où elles sont créées. On a des interactions avec le public qui peuvent faire partie de l'œuvre elle-même. On a donc une sorte de porosité de la frontière entre une œuvre d'art et ce qui n'est pas une œuvre d'art, ce qui l'entoure. Et donc, on a bien sûr, du coup, une beaucoup moins grande distinction entre l'art et la vie que ce qui était le cas du temps où, notamment avec l'art moderne, l'art pour l'art était considéré comme une règle fondamentale et où les artistes étaient censés créer en fonction d'enjeux propres au monde artistique, des enjeux plastiques, des enjeux formels, des enjeux éventuellement iconographiques, mais n'étaient pas censés créer par rapport à des enjeux appartenant au monde ordinaire, par exemple des enjeux politiques, moraux, etc. Et donc là, c'est une des grandes bascules du paradigme moderne au paradigme contemporain, c'est l'intégration dans le monde de l'art par l'art contemporain de problématiques qui ne relèvent pas au départ de l'esthétique du monde de l'art, mais
d'éléments plus généraux, sociaux, politiques, culturels, religieux éventuellement, moraux, etc. Bon. Et donc, on voit apparaître de plus en plus des œuvres qui essayent d'être en prise avec la vie des gens, et notamment se produit une politisation du rapport à l'art qui était à peu près absent jusqu'alors, que ce soit dans le paradigme classique ou dans le paradigme moderne, la dimension politique était quasiment absente du monde de l'art. Et avec le paradigme contemporain, et notamment, je pense, dans la dernière génération, on a de plus en plus d'œuvres engagées avec des publics vulnérables, des œuvres qui tentent de réparer les malheurs du monde. Enfin, on a vraiment une dimension beaucoup plus en phase avec la vie réelle des gens, évidemment au risque de paraître contrevenir à l'impératif de l'autonomie de l'art, qui a été un impératif absolument fondamental, notamment à partir du milieu du 19e siècle. Il y a un autre aspect à la question, qui est la relation entre l'art et la vie, qui est le statut de l'artiste. Nous pouvons parler un peu plus sur le statut de l'artiste et les dynamiques de la reconnaissance au cours de l'ère classique, moderne, contemporaine, les transformations historiques que vous avez étudiées dans des ouvrages divers, né? Les gloires de Van Gogh, du peintre à l'artiste, être artiste, être écrivain, et l'élite artiste, de la visibilité, des transformations historiques. Comment les problèmes d'élitisme artistique se posent-ils hier et aujourd'hui, et dans la question aujourd'hui de la célébrité aussi, et comment cela influence-t-il la manière dont l'artiste se rapporte à la vie sociale et se constitue en tant que mode de vie, un mode de vie lié à l'art. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans l'élite artiste, c'est la façon dont, après la Révolution française, les artistes ont pu incarner une certaine forme d'aristocratisme, l'aristocratie ayant perdu une grande part de ses privilèges. Et donc, ce sont les artistes qui, d'une certaine façon, ont pris la place de modèles admirés, avec évidemment toutes sortes de différences par rapport aux aristocrates que je montre dans le livre. Et ce modèle perdure encore, puisqu'on a toujours cette idée. Beaucoup de gens rêvent d'être artistes parce que c'est prestigieux, tout simplement. Et c'est devenu prestigieux à partir de la première moitié du 19e siècle. Avant, ça ne l'était pas du tout. Bon. À cela s'ajoute la grande différence entre les créateurs et les interprètes dont je parlais tout à l'heure, une différence qui touche la question de la célébrité, puisque avec les modalités techniques modernes de transmission et de reproduction des images, la célébrité s'est transformée en visibilité, c'est-à-dire qu'avec les artistes interprètes, ceux qui se produisent sur scène, les chanteurs et surtout les acteurs, on voit des phénomènes d'énorme visibilité, d'énorme célébrité très grand public, à très grande échelle, se produire donc pour ces artistes-interprètes et qui du même coup augmentent également leur possibilité d'être en prise avec la vie des gens, puisque on a les gens des posters dans leur chambre, ils essayent d'avoir des autographes, enfin il y a une mise en relation très puissante et très chargée émotionnellement entre le public des fans, disons, et puis les chanteurs rock, les grands acteurs, etc. Bon. Et ça, c'est un phénomène qui a totalement marqué le XXe siècle, qui existe encore bien sûr aujourd'hui, et qui n'existait quasiment pas auparavant. Donc là, on a aussi cette emprise qui est beaucoup moins forte avec les créateurs, parce que beaucoup de gens connaissent le nom de Picasso, voire certaines de ses œuvres, mais ne le reconnaîtraient pas forcément dans la rue. Enfin, on n'a pas forcément le même phénomène de mise en visibilité. Donc, on a ce nouveau phénomène que j'ai analysé dans un livre qui s'appelle « De la visibilité », puisque l'élite artiste était sous-titrée
Excellence et singularité en régime démocratique. C'était vraiment une réflexion sur les nouvelles formes de place de l'artiste dans la société en régime démocratique. Et la visibilité est sous-titrée Excellence et singularité en régime médiatique. Et c'est vraiment la question des médias grand public qui a considérablement renouvelé cette question du rapport entre l'art et la vie. Voilà. Il y a aujourd'hui encore les paradoxes permissifs que vous avez identifiés. L'art est encore lié à les cycles paradoxal des paradoxes permissifs aujourd'hui. Oui, oui. Oui, alors ça, c'est ce que j'avais mis en évidence dans mon premier livre sur l'art contemporain qui s'intitulait Le triple jeu de l'art contemporain, qui est paru, je crois, en 98, et qui était notamment la conséquence, longtemps après, de cette première enquête que j'avais menée en 85 sur le Pont Neuf de Christo et qui m'avait permis de comprendre ce fonctionnement de l'art contemporain avec un fonctionnement donc en 3 moments. Le moment où les œuvres transgressent les conceptions de sens commun qu'on peut avoir de l'art, hein, par exemple l'idée qu'un pont emballé, empaqueté puisse être une œuvre d'art est une idée totalement transgressive par rapport à l'idée commune qu'on peut avoir de l'art. Bon, donc ce premier temps, c'est la transgression. Le deuxième temps, ce sont les réactions, c'est-à-dire les gens qui disent, mais non, qui protestent, c'est pas de l'art parce qu'ils estiment que c'est pas conforme à l'idée qu'ils se font de l'art. Donc il y a toutes ces formes de réactions que j'ai étudiées à travers l'étude des rejets de l'art contemporain. Et le troisième moment qui est très important et que l'on ne voit pas suffisamment, c'est le moment de ce que j'ai appelé l'intégration, c'est-à-dire le moment où les spécialistes d'art, les intermédiaires spécialisés que sont les critiques d'art, les conservateurs, les commissaires d'expo, etc., produisent un discours sur ces œuvres transgressives qui permettent de les considérer comme des œuvres d'art à condition d'élargir les frontières de l'art. Et donc, c'est par le travail d'intégration de ces intermédiaires spécialisés au monde de l'art que s'ouvrent les frontières, qu'elles sont de plus en plus larges, qu'on y intègre de plus en plus de choses, par exemple un urinoir présenté comme une œuvre d'art dans un salon comme ce fut le cas avec le Fontaine de Duchamp en 1917. Bon. Et donc, les frontières de l'art s'élargissent grâce au travail des intermédiaires qui font en sorte d'intégrer au monde de l'art les œuvres transgressives des artistes. Donc, c'est un jeu de complémentarité, d'interrelation, et c'est la raison pour laquelle vous avez tout à fait raison de parler de sociologie interactionniste. Ce sont des interactions entre les œuvres proposées par les artistes, les réactions des publics et le travail d'intégration des spécialistes qui produisent le monde de l'art contemporain tel qu'il est. Et simplement, le travail des intermédiaires donc, qui autorisent des transgressions des conceptions traditionnelles de l'art constitue ce que j'ai appelé un paradoxe permissif, puisque en instaurant une permissivité, en autorisant des transgressions, hein, par exemple le Pont Neuf ou par exemple l'urinoir de Duchamp, eh bien, ils incitent d'une certaine façon les artistes à aller toujours plus loin dans la transgression pour continuer à rester transgressifs malgré l'élargissement des frontières. Lorsque de plus en plus de choses sont autorisées, si l'on veut rester transgressif, ce qui est la définition de l'art contemporain, il faut aller toujours plus loin dans la transgression, ce qui incite, ce qui oblige même les artistes à radicaliser leurs gestes transgressifs. C'est ce que j'ai appelé le paradoxe permissif. Parfait. Je voudrais aborder maintenant une question plus tangentielle à votre travail, que serait la relação entre les arts et la vie, au sens biologique du terme. Analisant l'art contemporain, vous soulignez qu'un processus de multiplication de matériaux et d'hybridation est en cours. Les mouvements artistiques qui opèrent à la frontière entre la machine, l'être vivant, l'humain, sont divers. Bioart, cyberart, art numérique, art robotique, art environnemental, etc. Comment pensez-vous ces mouvements? Que font-ils? Ou sont-ils capables de faire?
ces mouvements artistiques plus hybrides dans la frontière de humain-machine, être vivant? Alors, je pense qu'on est exactement dans ce que je viens de décrire, à savoir les conséquences du paradoxe permissif, qui fait que lorsque les frontières sont toujours plus larges entre l'art et la vie, eh bien, il faut toujours expérimenter de nouvelles transgressions et aller expérimenter de nouvelles frontières. Alors, par exemple, les frontières entre l'art et les biotechnologies, les frontières entre l'art et l'informatique, etc. Et puis, des hybridations de matériaux, puisque une des caractéristiques de la transgression propre à l'art contemporain, c'est qu'on ne s'en tient évidemment pas aux matériaux traditionnels de la peinture à l'huile ou à l'acrylique sur toile ou sur papier, etc. Mais on travaille avec des technologies tout à fait nouvelles, notamment la vidéo, qui a donné un nouveau genre qui est l'art vidéo, notamment le corps de l'artiste avec les performances, qui fait partie aussi de ces expérimentations sur de nouveaux matériaux, et puis notamment aussi les matériaux empruntés à la technique moderne, à des techniques innovantes, qu'elles soient de type, encore une fois, robotique, informatique, biologique, etc. Tout ça fait partie de ces expérimentations qui consistent à ne pas en rester à l'intérieur des frontières admises de ce qu'est une œuvre d'art, mais à toujours aller au-delà de ce qui a déjà été expérimenté pour expérimenter de nouvelles propositions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Aux spectateurs de décider si ça les intéresse ou pas. Mais on a en effet des formes d'expérimentation très systématiques et très élaborées. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, en fait, ce sont parce que je suis sociologue, ce sont des expérimentations de type social où l'on crée des dispositifs sociaux problématiques. Et je pense que, par exemple, l'œuvre de Maurizio Cattelan est très intéressante de ce point de vue-là, lorsque sa contribution à une célèbre foire, je crois, d'art contemporain a consisté à demander à son galeriste d'affréter un jet privé pour emmener les invités au vernissage sur une décharge publique près de Naples. Bon, voilà, ça, ce sont des expérimentations de type social où lorsqu'il a pendu à des arbres sur une place publique en Italie des mannequins d'enfants, des mannequins représentant des enfants pendus aux arbres, ce qui a provoqué un énorme scandale. Voilà, ce sont aussi ce type d'expérimentation des capacités d'acceptation de transgressions sociales ou morales qui sont aussi très intéressantes à observer venant des artistes contemporains. Je pense que la question de la vie au sens éthico-existentiel existe une relation entre l'essence de la vie de cette façon et vos œuvres sur la littérature. État de femme, la compréhension de l'état d'identité des sujets et comment il est possible de penser la littérature comme une réflexion sur la vie. Et aussi, vos ouvrages sur mémoire et histoire est aussi une relation. Pourriez-vous développer un peu sur cette question? D'accord. Et donc, alors, j'ai travaillé sur la littérature dans deux perspectives assez différentes qui pourtant se rejoignent. Mais la première perspective, c'est la question du statut d'écrivain, du statut d'auteur, qui, pour moi, était vraiment dans le prolongement de mon travail sur le statut d'artiste. C'est comment est-ce comment on considère que quelqu'un est ou n'est pas écrivain, de même qu'on considère que quelqu'un est ou n'est pas artiste. C'est une sociologie des producteurs artistiques, là en l'occurrence les écrivains, mais avec une interrogation supplémentaire qui est comment est-ce que l'identité d'écrivain se configure, se présente pour les écrivains eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre qui s'intitule Être écrivain et qui est sous-titré Création et identité, c'est-à-dire comment une activité de création peut devenir
l'identité d'une personne. Et cette problématique de l'identité, c'est en fait une autre problématique que celle de la sociologie de l'art, bien qu'elle soit liée via le statut d'auteur. Et c'est une problématique que j'avais rencontrée avec ce livre auquel vous avez fait référence, État de femme, que j'ai publié en 1996, qui est sous-titré L'identité féminine dans la fiction occidentale. Et c'est donc, disons qu'une deuxième ligne de recherche pour moi, qui est parallèle à la ligne de recherche sur la sociologie de l'art. Et dans État de femme, j'ai essayé de comprendre comment l'identité de femme, l'identité féminine, se subdivise en plusieurs catégories extrêmement différentes, quelquefois contradictoires les unes avec les autres, et comment ce que j'appelais la carrière féminine peut passer de l'une à l'autre de ces catégories. Alors, je ne vais pas vous les préciser parce que ce serait trop long, mais pour moi, il s'agit vraiment de sortir de cette notion beaucoup trop globale de femme, et on pourrait faire le même travail pour hommes, mais là, en l'occurrence, j'ai voulu le faire pour femmes, pour essayer de montrer comment, à l'intérieur de cette catégorie, il y a des façons extrêmement différentes de se situer qui font que, très souvent, les femmes peuvent être aussi en compétition les unes avec les autres, bien sûr, pour certains types de statuts. Et donc, ça m'a beaucoup passionnée parce que ça m'a amené à utiliser comme matériau, non pas des entretiens, comme j'avais fait pour être écrivain, non pas des témoignages historiques, des documents d'archives, des statistiques, comme j'avais pu le faire pour du peintre à l'artiste, et même pour l'élite artiste, mais essentiellement des fictions, c'est-à-dire des romans. Et c'est en utilisant la littérature romanesque, exactement comme les anthropologues utilisent les mythes, pour des sociétés primitives, que j'ai essayé, et c'est vraiment la démarche structurale, vous l'avez bien vu, que j'ai essayé de dégager les structures sous-jacentes de la notion de femme, d'identité féminine propre au monde occidental. Et ça m'a évidemment totalement passionnée de lire, je crois que j'ai lu presque 250 ou 300 œuvres littéraires entre le 18e et le 20e siècle pour dégager ces structures sous-jacentes. Donc pour moi, le travail sur la littérature, c'est à la fois un travail sur le statut d'auteur qui fait référence donc à mon travail sur la sociologie et producteur artistique, mais c'est aussi un travail sur et avec les représentations de l'identité, notamment de l'identité féminine, mais j'avais aussi été amenée à m'intéresser à la question des crises d'identité en situation concentrationnaire grâce à ma collaboration aux travaux de Michael Pollack sur les témoignages de rescapés de camps de concentration. Et à partir de là, j'ai aussi élaboré toute une réflexion sur la question du témoignage et de la mémoire et de la construction de l'identité par la mémoire, qui fait aussi qui est un des prolongements, disons, de mon travail sur l'identité, dont on trouve des traces, notamment dans ce petit livre que j'ai publié en 2018, Ce que n'est pas l'identité, et qui est une sorte de synthèse des différents apports des sciences sociales et humaines à la question de l'identité, et surtout une tentative pour montrer comment un certain nombre de conceptions de l'identité sont mal construites et comment il vaut mieux s'en débarrasser pour comprendre ce qu'est l'identité. Parfait. Vitement, pour conclure, l'art peut-il transformer la société et comment fait-elle? Alors, je pense que le principal souci des artistes, en tout cas à l'époque moderne et contemporaine, n'est pas de transformer la société, c'est de transformer l'art. Bon, voilà. Je pense qu'ils se situent dans un espace d'interaction où ce qui compte pour eux, ce sont les opinions de leurs pairs, des autres artistes et puis des spécialistes. Et je ne suis pas certaine que le souci de transformation de la société soit le premier souci. Alors, cela dit, est-ce que l'art peut transformer la société? Il peut déjà transformer nos capacités de représentation du monde, nos capacités d'émotion, nos capacités d'empathie, et on le voit notamment avec la fiction, qui est un magnifique laboratoire de construction de l'empathie. Donc, de ce point de vue-là, les œuvres d'art peuvent en effet peut-être pas transformer la société, mais nous transformer à titre individuel. Moi, j'ai été personnellement bouleversée par certaines œuvres d'art.
mon imaginaire est totalement construit par la littérature et par le cinéma, et en partie aussi par les arts plastiques. Je ne suis pas la seule, bien sûr. Et je pense que le fait que les œuvres d'art puissent nous amener à voir le monde différemment, à entrer en empathie avec nos contemporains, c'est déjà une forme de transformation remarquable. Parfait. Merci beaucoup, Merci Madame à vous. Monique. Bon.